Le point suivant, forcément, on allait parler un peu de ça, c'est que Mhm. la bourse, parce que on sait Oui, très bien, ça existe, c'est pas la bourse islamique, mais on va dire des produits, euh, des ETF islamiques. Enfin, je sais pas si on peut oui, appeler ça, mais des ETF en tout oui, cas, ça existe, ça existe. Ouais. conformes à la finance islamique dans la bourse. Et d'ailleurs, et ça, c'est pas une recommandation d'achat, bien sûr. Pour la petite anecdote, parce que depuis quelques mois, la bourse elle est en train de faire sa crise post ou pré-adolescence. Euh, L'ETF, peut-être que je vais mettre un exemple de ces ETF islamiques, bah, ils n'ont pas beaucoup baissé par rapport au marché. Moi, personnellement, j'arrive même pas à le racheter tellement il n'a pas baissé, parce que je ne trouve Ouais. pas qu'il y a le bon point d'entrée. Et donc, effectivement, ça arrive à assurer une Mhm. très bonne performance, alors qu'on est Oui, dans une phase de volatilité, d'incertitude, et j'imagine oui, que c'est grâce aux valeurs que cet ETF, que ce panier porte, qui, j'imagine, ce sont des valeurs défensives. exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la bourse conforme à la finance islamique? Oui, alors très simplement, mais dit très simplement, il y a une étude qui a été faite dans le laboratoire de Paris-Dauphine sur les principes de la finance islamique. Sont-ils des contraintes ou des garde-fous? Et j'ai repris cette étude dans mon livre avec le ratio chart, donc les financiers sauront de quoi il s'agit. Et on a vu qu'en période de vache maigre, la finance islamique on va dire, n'explose pas. C'est pas un phénomène de bulle. On appelle la bulle spéculative. Il n'y a pas de bulle spéculative dans le marché de la finance islamique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en période de vache grasse, on est dans un rendement qui n'est pas non plus extraordinaire, qui reste un rendement entre guillemets respectable. Donc, dans les deux cas, on a une stabilité. Donc, si on calcule une moyenne, on est dans une stabilité qui garantit à ces produits-là une espèce de réputation qu'on peut qualifier de résistante et résiliente. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces valeurs-là, indépendamment de l'appellation, islamique ou pas islamique, si on fait simplement une étude financière, une analyse financière sur le moyen long terme, on découvre que c'est des valeurs résistantes, que ce soit post-crise 2008 ou enfin, post-Covid, on est toujours dans le Covid, mais dans certains pays, on parle déjà du post-Covid, d'accord? On est sur des valeurs, entre guillemets, stables. On est sur une résistance, sur des valeurs stables. Et ça, c'est rassurant pour les investisseurs. Et je dirais pour la bourse, en France ici, on avait essayé une opération qui s'appelait Bolsa Etica, dans laquelle il y avait des choix de valeurs. Et on avait demandé à un certain nombre d'investisseurs, avec leurs conseillers, de favoriser telle valeur par rapport à une autre pour investir selon justement ces principes, toujours avec la supervision du charia banque. Et on a vu que certes, ils ne faisaient pas des rendements de folie, mais en période de crise, et il y en a pas mal, hein, ça ne s'arrête pas, en période de crise, ils ne perdaient pas. Ils ne perdaient pas leur mise, ils étaient sur des marchés plutôt stables, et même la couverture islamique s'est développée. On parle par exemple de Tahawut, c'est le swap islamique, on parle de pas mal de couverture islamique, et donc on commence dans cette ingénierie de finance islamique à être baqué de plus en plus et à donner de l'assurance et de la sécurité. Mais c'est quoi les critères de choix? Parce que je sais que par exemple, j'ai pas envie de donner des noms, mais une entreprise télécom qui n'a rien à voir avec la finance islamique, elle Mhm. existe dans des paniers. Parce que je dis ça, parce que je sais qu'il y a une application, après je sais pas ce qu'elle vaut, mais il existe des Oui, sites, des applications qui vont lister les entreprises cotées qui sont oui. cohérentes avec la finance islamique ou pas. Et là, on peut trouver des télécoms, on peut trouver... Alors, Mahdi, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle la présélection. D'accord? La présélection, par exemple, si vous allez sur Bloomberg, vous tapez ISR ou je ne sais pas moi, TF islamique, SICAV islamique, vous allez trouver. Mais attention, ça c'est une présélection. Ça veut dire, quand on parle par exemple des critères
de l'indice Dow Jones islamique ou de Standard Poor's Islamic Index, par exemple. Ça existe? On C'est parle intéressant. Ah oui, Ça oui, bien existe? sûr. D'accord. J'ai fait une liste des indices qui existent dans le livre, vous pouvez y référer. On parle par exemple de negative screening, c'est-à-dire d'entreprises qui font pas de spiritueux, qui font pas d'armement, qui font pas de pornographie, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le negative screening. C'est une première sélection, ce que j'appelle une présélection, mais c'est pas suffisant parce qu'après il faut voir le ratio d'endettement, il faut voir les flux financiers entrant et sortant, comment ça se présente. Et ça, c'est le rôle d'un sharia board. C'est-à-dire, si on peut dire que, comment on peut dire que telle action, ou tel SICAV, ou tel ETF, telle valeur financière, tout simplement, est sharia compliant, il y a une présélection, mais il y a aussi le choix des sharia boards qui font un travail à la demande des institutions financières pour avaliser, pour dire, voilà, tiens, cette valeur-là pour nous, elle est islamique, voici pourquoi, ils vous donnent un rapport parce qu'ils ont fait un effort d'analyse. Ils sont partis chez le client, par exemple, ils ont analysé le bilan, ils ont analysé le hors-bilan, les engagements, ils ont analysé l'endettement, le compte de résultat, le compte. Voilà. C'est toute une analyse qui est faite. On a des indices d'analyse qui nous permettent d'aller très loin. Bien évidemment, si et seulement si le client le demande ou l'autorise. Parce que si le client ne le veut pas, si une grande entreprise ne souhaite pas entre guillemets, rentrer dans ce domaine, c'est de sa liberté. Si une grande entreprise souhaite rentrer dans ce domaine et avoir justement des produits ou des fenêtres de la finance islamique, c'est tout à fait à son honneur. Elle fait appel à nous et on fait un travail professionnel avec évidemment les règles de l'art dans le domaine, avec des normes. D'accord? On peut parler de la norme OIFI ou autre pour justement rendre le rapport et dire voilà, ça peut être Sharia compliant et voici les conditions pour qu'elle le soit. Est-ce que vous êtes capable de transformer? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut créer ensemble un produit adapté, ce qu'on appelle un produit ad hoc, pour tel et tel investisseur qui cherche ce type de produit? Après, le produit va être référencé, c'est tout un travail, et il est lancé soit au grand public, soit un public ciblé. Souvent, c'est un public ciblé. C'est pour ça qu'on appelle surtout la finance islamique en France un marché de niche. Elle reste un marché de niche. Sur ce, justement, vu que c'est un marché de niche, est-ce que tu peux nous parler de l'état d'art de la finance islamique dans le monde? Parce que je sais que à l'époque de Sarkozy, je crois, d'ailleurs c'était là où il y avait la garde, la France Oui, voulait un peu rentrer dans la chose. J'ai l'impression exact. d'ailleurs que depuis, ça n'a pas beaucoup avancé, tu nous diras. Mais c'est quoi la situation de la finance islamique? Je sais qu'en Malaisie, c'est très évolué. En UK, ils ont fait beaucoup d'efforts pour attirer justement les Oui. capitaux internationaux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Avec un focus vers la Alors, fin sur la France, la situation de la France et au Maroc. alors, brièvement, Mehdi, mais moi, je j'aime pas donner de chiffres parce que les chiffres changent chaque Mhm. fois. Mais brièvement, très brièvement, aujourd'hui, le marché le plus évolué, le plus vraiment, entre guillemets, juteux, ça reste la Malaisie. Puis ensuite, bon, les Émirats et un peu le Moyen-Orient. Et on a des marchés naissants, émergents, comme le Maghreb. Ben, la loi au Maroc, elle a été votée il y a quelques années. Et donc là, on est sur carrément le tchakafoul en plus de la Morabaha. Donc, ça va doucement. On est sur une évolution, par contre, c'est ça qui est très intéressant, une évolution à deux chiffres. Il y a des compagnies Tchekafoul aujourd'hui en Malaisie qui enregistrent plus de 50% de clientèle non musulmane. C'est très important. La clientèle non musulmane présente plus de 50%. Et pour l'Europe, comme vous l'avez dit, il y a le hub, la plaque tournante de la finance islamique qui reste la Grande-Bretagne, avec la première banque islamique en Europe. Et vous avez également le Luxembourg, un hub aussi très, très, très important et très développé en finance islamique, qui fait partie de plusieurs instances de Luxembourg, de la finance islamique. Et petit à petit, d'autres pays comme l'Allemagne, voilà, l'Allemagne qui a même financé la commune de Saxe via des soukouk souverains. C'est très important à dire ça. Oui. Soukouk qui, évidemment, lui permettent de financer ces postes-là sans recours à la dette.
et donc dans le respect des règles de Maastricht. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez parlé de UK, l'expérience du UK elle est très importante parce qu'il y a une très grande ouverture et quand vous êtes en Angleterre, vous allez voir votre banquier, il vous donne le choix entre un compte bancaire islamique et un compte bancaire classique. C'est merveilleux. Il vous donne cette liberté, ce choix-là, parce que justement, les acteurs se sont bien développés. Il y a une liberté très importante et il y a surtout des acteurs qui ont de l'expérience, qui viennent de pays qui ont déjà de l'expérience, comme l'Égypte, le Moyen-Orient en général, le Proche-Orient, qui ont déjà l'expérience de la finance islamique, qui ont vécu l'expérience de la finance islamique et qui savent très facilement la marier avec le droit positif. Il y a par exemple, il y avait les crédits pour les étudiants qui étaient marque de fabrique de l'Angleterre, qui a dit pour nous, la science est un élément très important. Donc, les étudiants musulmans qui ne peuvent pas prendre de crédit à intérêt, on va leur accorder un crédit qu'ils ont appelé crédit halal. Plein d'initiatives comme ça qui font de l'Angleterre aujourd'hui un vrai modèle pour cette finance naissante, pour cette finance embryonnaire, qui a aujourd'hui, comme j'ai dit, un potentiel d'évolution qui est très important avec l'émergence, surtout en Europe occidentale, de cadres supérieurs qui ont de plus en plus de principes et qui veulent des produits qui correspondent à leurs principes, à leurs besoins. C'est tout à fait légitime. Pour la France, pour terminer, évidemment, les travaux avec Christine Lagarde ont émergé, ont donné suite à des fiches doctrinales, donc à une organisation juridique, à une implantation juridique de la finance islamique de façon officielle. D'accord? Vous cherchez fiches doctrinales, sur quoi fiches doctrinales, vous allez trouver, donc l'AMF, elle en reconnaît, donc il n'y a pas de souci. Les grandes banques aujourd'hui, ils ont des fenêtres. Il y a des produits, comme j'ai dit, qu'on a certifiés. Et après 2012, donc le passage de la gauche a été un petit peu fatal pour la finance islamique, officielle en tout cas. Et il n'y avait plus cette commission de finance islamique Paris-Europlace. Elle a été, entre guillemets, fermée. Il n'y avait plus d'intérêt. Et à partir de 2012, on est parti d'un sujet qui intéressait l'État français vers un sujet qui était plus corporate, plus privé, plus retail. Et donc, ça n'a pas, enfin, c'est un mal pour un bien, on va dire, parce que ça a permis, ça n'a pas changé grand-chose, ça a permis l'émergence de plusieurs acteurs, des entreprises, des banques, des family office qui s'intéressent à cette niche, à ce marché de niche, parce qu'ils savent que la France détient la première population musulmane de l'Europe de l'Ouest. C'est la plus grande population musulmane de l'Europe de l'Ouest. On est, il n'y a pas de statistiques officielles, hein, c'est interdit en France, mais selon certaines statistiques privées, on est entre 6 et 11 millions de musulmans en France, si je ne compte pas les convertis. Si ça touche même les family office, c'est que vraiment, il y a une prise de conscience. Il y a un chiffre qui m'a interpellé, les 50%. Bien sûr, comme tu as dit, les chiffres, ça change tout le temps. Le focus n'est pas sur le chiffre, mais le focus, il est ailleurs. À ton avis, parce que moi, je peux comprendre pour un musulman, même si encore une fois, chacun fait comme il veut, chacun a son propre avis, un musulman qui se dirige vers la finance islamique, je peux comprendre. Maintenant, un non-musulman, pour quelle raison s'y dirigera-t-il, sachant qu'il y a la finance, que ça existe, la finance green, la finance éthique, etc., etc. Quels sont les avantages de cette finance islamique pour un non-musulman? Alors, c'est très simple, Mehdi. C'est que, vous savez, il y a le monde avant la crise et le monde après la crise. La crise des subprimes n'est pas la seule crise qui a, entre guillemets, ébranlé, fait trembler le système capitaliste en général. Il y a eu d'abord la crise de la tulipe, après la crise de 29, après voilà. Il y a pas mal de dépressions financières, il y a pas mal de chocs financiers, l'effet Madoff, la crise de la dette, hein, avec ce qui s'est passé en Grèce, qui n'a pas touché que la Grèce d'ailleurs. Donc tout cela a fait que les personnes, toutes religions confondues, ou même sans religion, commencent à se dire, tiens, c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal. C'est pas normal de faire du virtuel, de l'économie virtuelle, de gagner autant alors qu'on n'a pas fourni d'efforts. C'est pas normal que mon argent, entre guillemets, serve à des guerres.
c'est pas normal que mon argent ne soit pas, que je puisse pas avoir le maître mot, le dernier mot, le choix d'investir mon argent dans des projets intelligents, éthiques, responsables, etc. Donc, environnementaux, sociaux, etc. Donc, aujourd'hui, de plus en plus de personnes, quelle que soit, toute religion confondue, quelle que soit sa conviction, commencent à se dire non, on a besoin de donner du sens à mon investissement. Et effectivement faire en sorte qu'après moi, je laisse des empreintes pour mes enfants, mes petits-enfants. Et on le voit, moraliser la finance, moraliser la politique, il y a pas mal de discours comme ça, même chez les politiciens, même chez certains candidats à la présidentielle. On commence à sentir l'émergence d'un discours post-crise qui est axé sur la moralisation, l'éthique et la responsabilisation. Et ça, c'est un point d'honneur. Et on le voit de plus en plus en Europe, l'Europe occidentale notamment. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a eu toujours cette intelligence collective, cette opinion publique qui est très intelligente, qui est très cultivée aussi, qui lit, qui se documente, qui mesure la différence entre les systèmes, qui voit ce qui se passe, qui on va dire, elle a son libre arbitre. Son libre arbitre est là, sa conscience est là, et elle fait ses choix, elle se donne les moyens, c'est ça qui est très intéressant en Europe occidentale, elle se donne les moyens de réaliser ces choix qui correspondent à leurs convictions, au-delà même des questions religieuses. Et dans le cadre du dialogue interreligieux, parce que vous le savez, je suis acteur du dialogue interreligieux depuis près de 20 ans, j'ai retrouvé les mêmes besoins chez nos amis chrétiens, chez nos amis juifs. On est sur un projet interreligieux d'une banque éthique. C'est très important à dire. Il va voir le jour. C'est intéressant. Donc voilà, c'est long, mais ça prouve qu'il y a quand même un intérêt commun. Un intérêt commun, au-delà même des musulmans, un intérêt commun d'être sur de la finance responsable et donner du sens à ton investissement. D'accord. Ok. Ben écoute, on avance vers le prochain point. Est-ce que tu pourrais, je sais que peut-être j'ai pris beaucoup de ton temps, mais ça va être l'un des derniers points. Euh, Là, on a commencé à parler de produits de la finance islamique. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour Oui, d'horizon des produits les plus connus, en tout cas les plus intéressants pour un investisseur? Tu as parlé de Takaful, Tchairouk, etc., etc. Bien sûr, chacun va aller chercher les oui, détails sur Internet, ça c'est normal. Mais juste, oui. oui, juste. Alors, comme j'ai dit, ouais, comme j'ai dit, Mehdi, je ne vais pas nommer les produits ni les entreprises parce que comme je Oui, les ai audités, je ne peux pas être jugé parti. Je ne peux pas, j'ai pas le droit dans ma déontologie. Je ne peux pas dire aller vers celui-là ou aller vers l'autre. La simple chose que je peux conseiller à toute personne qui nous écoute et qui veut investir dans ce domaine, qui je rappelle est un domaine tout à fait noble, hein, c'est pas, et tout à fait légal. Hein, c'est vraiment, on est dans le droit français. Celui ou celle qui veut investir dans ce domaine et qui, par conviction, bien sûr, ou même par curiosité, il a le droit, il doit se poser deux questions principales. La première, je parle chariatiquement parlant, est-ce que le produit en question, ou la fenêtre en question, ou le service en question, est-ce qu'il est supervisé par un sharia board et ce sharia board est-il indépendant? Ça, c'est très important, c'est-à-dire un comité de savants. Est-ce qu'il y a ce comité de savants? Quel est le nom de ce comité? Quelle est sa composition? Et quels sont les diplômes des personnes qui, justement, donnent la certification? Et évidemment, il faut que la personne qui vous vend ce produit ou ce service puisse vous donner le certificat, le fameux certificat tamponné de ce sharia. Ça, c'est un premier gage qui vous rassure, en tout cas, entre guillemets, éthiquement parlant. Deuxième gage d'assurance, c'est justement le fameux audit. L'audit régulier. On a, nous, comme Sharia Board SIFI, Comité indépendant de finance islamique en Europe, on fait notre rapport d'audit Sharia annuel et on fait une synthèse qu'on donne aux clients qui est publique, qui va chez le régulateur. Ce fameux rapport, il doit être en votre position, au moins sa synthèse. D'accord? Sa synthèse doit être en votre position, qui permet de voir que
le client qui vous a proposé ce produit, il continue à respecter les consignes du charia à bord dans le temps. Il ne va pas se dérober à ses obligations. Et évidemment, ça, ce n'est pas moi qui vous le dira, ça, c'est votre asset manager, c'est votre gestionnaire d'actifs ou gestionnaire de patrimoine. Il faut aussi penser, entre guillemets, profit. Quel est votre profil de risque? Est-ce que vous voulez prendre beaucoup de risques? Est-ce que vous voulez diluer le risque et investir un petit peu en or, un petit peu dans l'immobilier, un petit peu dans, etc. Donc, ça, c'est à vous de voir avec votre conseiller qu'on appelle le conseiller patrimonial. Il y en a quelques-uns qui travaillent dans la finance islamique, qui sont gestionnaires de patrimoine en finance islamique ou assess manager en finance islamique. Donc, vous allez les voir. C'est un conseil pour qu'ils puissent voir votre profil de risque et vous conseiller les produits qui s'adaptent à votre profil de risque, qui s'adaptent à vos besoins et vos attentes. Voilà, ça c'est très important. Ok, alors je vais reposer la question, peut-être que j'ai mal compris. Et je suis vraiment désolé, Thaler, mais Dis-moi, si mon on ami. se positionne du côté de l'investisseur lambda, je ne parle pas des grands Oui, investisseurs, l'investisseur lambda, ce que j'ai compris, ce que je retiens, c'est que si on veut investir conformément à la finance islamique, il y a possibilité avec les actions, avec la bourse, donc notamment les ETF islamiques, et puis il y a moyen, il y a ça. La deuxième possibilité, c'est dans l'immobilier avec le pool d'investisseurs que tu as très bien expliqué. Ma question, quelles sont les autres opportunités? Qu'est-ce qui existe? J'imagine que pour l'entrepreneuriat, ça va être le même système que l'immobilier. oui, alors il y en a plein, il y en a plein. C'est pas exhaustif. On a donné des exemples. J'ai bien dit que c'était des exemples. On a fait des projets de centrales photovoltaïques, des éoliennes. On a fait des projets, par exemple, de l'artisanat. On a fait des projets de cheptel, c'est-à-dire des vaches laitières avec des rendements sur le lait qui se transforment en fromage. On a fait des projets d'istisna, qui est la vente en état futur d'achèvement, mais pour, par exemple, soit la cinématographie éthique, soit des produits finis, etc. Donc, il y a plein de projets. Dès qu'on pense économie réelle, il y a des projets qu'on peut saucissonner et transformer en sukuk, c'est-à-dire en titre participatif, et de là, effectivement, faire de ça une vraie opportunité financière. Et même moi, ce que j'ai envie de dire, au-delà des opportunités financières, aujourd'hui, le thème majeur, vous savez, il y a eu le FORIF, et ce besoin de l'État français de réguler l'islam de France, avec le Conseil national des imams qu'on a failli faire, mais qui n'a pas encore vu le jour, le problème de financement des lieux de culte et de nos institutions, nos écoles musulmanes et tout ça, les écoles privées, je pense qu'il y a matière à investir intelligemment dans ce chantier utile, important et même, je dirais, nécessaire pour notre avenir. Donc, c'est du Made in France, ça nous permet d'éviter l'ingérence étrangère dans la gestion du culte musulman et de financer les lieux de culte et les écoles à travers les musulmans citoyens français, au lieu de chercher des investisseurs étrangers qui peuvent après, entre guillemets, dicter leurs conditions ou leur idéologie. Et ça, je pense, c'est un chantier d'avenir que la finance islamique, justement, peut aborder et réussir sans aucun problème. Ok. Et donc, c'est quoi ton dernier message pour une personne qui regarde cette vidéo-là, qui veut tenter l'aventure de la finance islamique? Elle a besoin d'un point d'entrée. Je m'explique. Si je suis une start-up, j'ai besoin de financement, je sais qu'il y a des sites qu'on ne va pas citer, je sais qu'il y a des banques classiques auxquelles je vais m'adresser. Donc, pour une personne qui veut commencer à bénéficier de ce système, il faut s'adresser à qui? À quoi? On n'a pas besoin de donner les noms, bien sûr. Je comprends que tu as un devoir de Oui, réserve. non, mais il peut aller déjà sur notre site sifi.fr pour un petit peu avoir une idée sur ce que c'est système. C'est très important. Il peut aussi se documenter. C'est Tu peux très répéter, important s'il te plaît? aussi. Il s'appelle comment? Le Pardon, site? donc sifi.fr, CIFIE.fr, c'est notre site. Il peut aussi se documenter. Il y a pas mal de littérature sur la finance islamique. J'ai conseillé mon livre, mais il n'y a pas que mon livre. Vous trouverez sur le site d'autres livres aussi intéressants. Il peut aussi s'inscrire. Il y a aujourd'hui dans nos universités des modules et des MBA et des masters de finance islamique qui existent.
Voilà. Et moi-même, j'ai enseigné dans un certain nombre d'universités et de master et de MBA et de certification. La certification aussi existe en finance islamique. Donc, la curiosité d'abord, d'accord, et ne pas aller chez n'importe qui parce que c'est un domaine euh, qui demande des compétences. On ne peut pas aller chez n'importe qui. On peut être imam et ne pas connaître la finance islamique. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est Bien imam sûr. qui doit connaître la finance islamique. C'est fiqh al-mu'amalat, c'est le droit des transactions qui est quand même assez pointu. Donc ça, c'est le premier conseil. Et puis le deuxième conseil, c'est de jouer collectif. C'est comme quand on joue au foot. Si une personne veut jouer tout seul, voilà, il va très vite s'épuiser et le résultat ne va pas être au rendez-vous. Donc, il faut jouer collectif et bannir ce système de caste ou cette partisanerie tribale qui engraine aujourd'hui les musulmans de France par rapport à leurs origines, par rapport à ceci, cela. Donc, il faut bannir tout ça et jouer collectif et dans le même sens, c'est-à-dire créer des associations, ensemble des sociétés, faire des choix intelligents d'ingénierie financière islamique, se doter des meilleurs moyens et appeler les meilleurs spécialistes pour pouvoir justement arriver à terme à un système beaucoup plus mûr qu'il l'est aujourd'hui, parce qu'on est, je dis, dans un marché de niche, mais qui peut rapidement évoluer si on se donne, nous, les moyens et on joue collectif dans le respect des uns des autres et dans le respect surtout des disciplines des uns des autres. Parce que ça, c'est un vrai point d'attention. Jusqu'à maintenant, on sous-estime, on méprise, on met de côté, on marginalise nos compétences. On dit non, mais je peux tout faire, moi. Non, tu ne peux pas tout faire. Tu as une compétence bien particulière, tu respectes cette discipline, cette compétence, et on va faire appel à toi dans ta compétence, pas à l'extérieur de ta compétence. C'est comme ça qu'on peut réussir. C'est le respect des disciplines de chacun et le fait de travailler de façon solidaire et participative et d'y croire surtout parce que c'est tout simplement de l'intelligence collective. Eh ben écoute, merci beaucoup, Tarek, Merci à toi, pour cet Mehdi, et échange. merci à ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. J'espère que ça a été utile et que ça permettra au moins de la réflexion, une réflexion plus sérieuse sur ce domaine, sur cette discipline que je trouve intelligente, merveilleuse et avec un avenir ma foi, prometteur. Et d'ailleurs, Tarek, je crois que tu as de toutes, c'est-à-dire si les gens ils ont des questions, ils peuvent poser des questions dans les commentaires. Mais tu as une chaîne YouTube, je crois. Exactement, En tout cas, je sais que j'ai tu as deux des chaînes, vidéos. une qui tout à fait, mais je suis facilement accessible, donc ils peuvent toujours poser des questions à travers mon autre site internet ou à travers contact@civi.fr ou à travers évidemment le compte Facebook ou les différents sites qu'on a. Donc c'est avec grand plaisir. Ou ils passeront par toi, mais dis, c'est encore, c'est encore une bonne chose. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vais laisser un certain nombre d'informations dans la description de la vidéo, Mhm, dans mhm. ta chaîne, dans ton contact sur Instagram aussi. Et puis voilà, parce que je sais que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter dans une heure, c'est des formations, c'est des certificats, surtout c'est des diplômes. Mais bon, ça Tout à fait une fait. première entrée en matière. Merci beaucoup Tout Tarek, à et fait. puis Merci beaucoup, Mehdi. Merci pour l'initiative. À très bientôt. à